Quand la guerre s'est éclatée, j'ai même été première victime du conflit mondial en France, parce que mes parents ont crié quand ils ont entendu la déclaration de guerre, et j'ai dû m'affoler, et je suis tombé, et j'ai une cicatrice. On m'a conduit à l'hôpital où on m'a déclaré première victime du conflit. Voilà. Mais le conflit, je l'ai vécu comme enfant. Comme enfant, on le vit d'une façon qui n'est perceptible que quand il y a une tragédie. Alors, la première partie de la guerre, c'était l'exode. Mon père était engagé dans l'armée française, volontaire. Il était roumain, donc il s'est engagé volontaire. Et moi, avec ma mère et ma sœur, nous avons fait l'exode. On est parti 48 heures avant l'arrivée des Allemands à Paris, mais il a fallu attendre longtemps, le train a été bombardé, mais on est passé d'une ville à l'autre, des Landes, dans la région toulousaine, puis dans la Creuse, et finalement mon père, qui avait combattu dans la bataille de la Somme, qui a été fait prisonnier, s'est évadé, nous a rejoints, nous a emmenés à Nice. Et pendant cette période, nous n'avons pas souffert de l'antisémitisme particulièrement, parce que mes parents ne se sont pas déclarés comme juifs, et nous avons vécu à Nice au moment où les juifs ont été raflés, les juifs étrangers ont été raflés à Nice par la police de Vichy. Nous étions roumains, et même si on nous savait, on nous considérait comme juifs, eh bien nous étions d'une nationalité qui n'était pas encore arrêtable. Elle a été arrêtable 3 semaines après. Mais entre-temps, en mois de novembre, les Italiens ont occupé Nice et occupé 8 départements, et ils ont protégé les Juifs. Aucun Juif n'a été arrêté et livré aux Allemands. Donc nous étions dans une oasis de tranquillité. Et le 8 septembre 1943, les Allemands ont envahi la zone italienne, et à ce moment-là ont commencé des rafles qui ont été les plus dures de toute l'Europe occidentale, qui ont eu lieu à Nice en particulier, quoi. Et mon père, puisqu'on ne pouvait pas quitter Nice, a bâti un double fond dans un placard profond, et il nous a dit si on est arrêté, moi je survivrai parce que je suis fort, mais vous ne survivrez pas. Et donc, si les Allemands arrivent, parce que les Allemands faisaient des rafles la nuit, si les Allemands arrivent, ben, moi j'ouvrirai la porte et pour pas qu'ils cherchent, et vous, vous serez tranquille. On a répété plusieurs fois. Et effectivement, le 30 septembre 1943, vers minuit, on a vu des projecteurs illuminer le plafond de notre appartement, des camions qui s'arrêtaient devant la maison avec des projecteurs, et la Gestapo, la police allemande, qui montait escalier, enfin étage par étage, et donc nous nous sommes réfugiés dans la cache, et à côté, nos voisins qui avaient des enfants, des fillettes, qui étaient nos amis, eh bien, les Allemands sont entrés d'abord dans leur appartement, ont battu les fillettes devant les parents pour faire avouer où était le frère aîné qui n'était pas là, et on entendait les cris et tout. Et ensuite, ils sont venus chez nous, ils ont frappé à la porte ou sonné, je ne me souviens plus. Et quand ils sont entrés, ils ont dit à mon père immédiatement « Où sont votre femme et vos enfants ?»
Ensuite, nous avons été traqués pendant 4 mois à Nice. On changeait de domicile pendant 6 semaines à peu près. Nous avons changé de domicile presque tous les jours. Et on marchait d'un côté de la rue, ma mère de l'autre côté, parce qu'elle avait un accent russe prononcé. Elle nous avait donné des instructions et de l'argent au cas où elle serait arrêtée. Et au bout de 6 semaines, elle en a eu assez. Et on est rentré dans l'appartement. Et elle nous a dit, maintenant, si les Allemands arrivent, moi j'ouvrirai la porte et vous vous cachez là. Et au bout de 4 mois, en février 1944, on a pu quitter Nice. Il y avait une évacuation de femmes et d'enfants à cause des risques de débarquement. Et nous sommes partis dans la Haute-Loire. Et dans la Haute-Loire, c'était pas la Gestapo, c'était un colonel allemand qui dirigeait les troupes allemandes et qui ne s'occupait pas du tout de la question juive. Et là, nous avons retrouvé une situation beaucoup plus calme. Mon père était appelé rapidement dans l'armée. Il était parti et puis nous sommes restés à Berlin. Et quand les bombardements ont commencé sur Berlin, et bien, notre appartement a été touché. Donc il fallait quitter l'appartement parce qu'on ne peut plus rester. Alors on a cherché un peu les amis qu'on avait à l'extérieur de Berlin. On a quitté la ville pour aller un peu à la campagne parce qu'on avait peur. C'était les Russes qui arrivaient. Et puis donc c'était des Russes d'ailleurs qui venaient sur les petits chevaux. On était donc arrêtés, enfin on était rentrés à Havelberg. Et puis aussi on a pu reprendre contact avec mon père qui heureusement déjà pendant la guerre avait une maladie de poumon, donc il n'était pas possible de l'envoyer vers le front de l'Est en Russie. Donc il a pu continuer son service à l'armée dans un bureau. Et arrêté par les Britanniques, il était relâché aussi assez rapidement et il a pu nous rejoindre, enfin savoir qu'on était à Havelberg, il est venu nous chercher et puis on est rentré à Berlin. En 1947, les communistes ont pris le pouvoir et nous avons vu un deuxième régime totalitaire et ma mère a dit, après la Gestapo, nous n'allons pas subir la GPU qui était la Gestapo communiste, et on a réussi à fuir la Roumanie, à rentrer en France. Et donc, ayant fait l'expérience des deux régimes totalitaires, il faut dire que mes oncles sont allés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bourgeois. Donc, et nous, on a manqué de mourir parce qu'on était juifs. Donc, bon, c'était une situation qui m'a permis de comprendre ce que c'est que la liberté et surtout qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire où on peut être accusé de façon arbitraire et condamné de façon arbitraire. Voilà. Et après mon service militaire, nous nous sommes mariés. Voilà. Et j'avais rencontré Beate en 1960, donc le jour même où Eichmann a été enlevé par le Mossad et transporté en Israël. L'affaire Eichmann m'a interpellé, ça c'est certain, mais ça s'est passé en 1960 et je ne pensais pas du tout être mêlé à cela. Nous avons été, comment dire, projetés dans ce problème progressivement, par étapes, parce que Beate est entrée à l'Office franco-allemand pour la jeunesse quand De Gaulle et Adenauer ont conclu un traité d'amitié et créé cet office. Elle est entrée pour rapprocher la jeunesse allemande et française. Et puis, tout d'un coup, un ancien nazi devient chancelier d'Allemagne, et donc Beate décide d'exprimer une voix discordante, alors que finalement tout le monde l'accepte. Et donc Beate va au Parlement allemand et
elle interrompt un discours du chancelier et elle constate que le chancelier est troublé par son intervention et on discute, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme Beate a l'âge d'être la fille du chancelier, on comprend que si elle gifle le chancelier, c'est comme si la gifle qu'une fille donne à son père, et que les gens comprendront que cette gifle a derrière elle un dossier, et ils diront à ce moment-là, ils commenceront à se poser des questions. Et effectivement, Beate a réussi à le faire sans aller en prison et sans être abattu par les gardes du corps. Donc ça s'est bien passé et ça a fait le tour du monde immédiatement, quoi. Donc Beate, giflant le chancelier, toute l'Allemagne de l'Est et toutes les démocraties populaires et l'Union soviétique ont fait de la propagande là-dessus. Et cette propagande a propulsé Beate comme candidate contre le chancelier aux élections législatives, et partout elle le suivait et elle pouvait, comment dire, exprimer son opposition au chancelier. Et ensuite, dès qu'on a terminé, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire Beate est partie en Pologne, puis en Tchécoslovaquie, s'opposer contre l'antisémitisme dans les démocraties populaires. Hans et Sophie Scholl ont été des modèles pour moi, des modèles allemands, parce qu'ils n'étaient pas communistes, ils étaient tout simplement catholiques, et ils étaient même dans les jeunesses hitlériennes, et ils se sont rendus compte des crimes qui étaient commis par les nazis, et ils ont décidé de s'opposer. Mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens, eux, leurs professeurs d'ailleurs, quelques amis, ne pouvaient que distribuer des tracts et obligatoirement être arrêtés. Et lorsqu'ils seraient arrêtés, ils savaient très bien qu'ils seraient condamnés à mort et exécutés. Et on les a guillotinés, soit à la guillotine, soit à la hache, on les a exécutés, alors que c'était des Allemands qui disaient simplement la vérité, qui, pour l'avenir, demandaient qu'on punisse les coupables. Donc on avait ces modèles, c'était des Allemands qui avaient perdu la vie pour s'opposer au nazisme, alors que, bon, ils n'étaient pas obligés de le faire. C'était des volontaires, et souvent les volontaires payent de leur vie leur engagement. Lorsqu'on a étudié le dossier de Kiesinger, on a vu que le représentant du ministère des Affaires étrangères où se trouvait Kiesinger avec la propagande radiophonique vers l'étranger, eh bien, était en liaison avec Achenbach. Et on a regardé ce qu'on pouvait trouver dans les archives sur Achenbach et on a vu qu'il était impliqué dans l'action anti-juive et qu'il était en contact constant avec des criminels nazis qui n'avaient pas été jugés après la guerre et qui étaient des criminels nazis extrêmement importants, Kurt Plischka et Herbert Hagen. Et Beate a réussi, en faisant campagne dans les 6 pays de l'Union européenne de l'époque, la Communauté économique européenne, à obliger le gouvernement allemand à annuler la nomination de Achenbach à Bruxelles. Et nous nous sommes retrouvés devant le problème de ces criminels allemands impunis, et on a compris qu'il y avait des dispositions prises entre la France et l'Allemagne qui empêchaient le jugement de ces criminels qui ne pouvaient pas être jugés en Allemagne et qui ne pouvaient pas être extradés en France. Et donc les seuls criminels nazis qui étaient assurés d'une totale impunité étaient les criminels nazis qui avaient agi en France et qui vivaient en Allemagne fédérale. On les a vraiment
par nos actions. Ils ont commencé d'ailleurs aussi à prendre goût de venir manifester. Combien de fois nous sommes allés en Allemagne pour manifester, casser les carreaux du bureau de l'Ischka, devant le bureau de Herbertagen. Donc ça, c'était une action qu'ils ne connaissaient pas. On était un petit peu déprimés, comme les juifs allemands étaient un peu déprimés, mais c'était quand même des juifs de France qui sont venus le faire. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait une plaque qui était faite au tribunal, à côté de la salle où il y a eu le procès. Ils disaient c'était les fils et filles qui sont venus de France pour obtenir ce procès. Donc, vous voyez, on a réussi à faire passer notre volonté dans la base de la communauté juive, et à faire de gens qui ne pensaient pas qu'un jour ils seraient militants, d'en faire des militants. Voilà. Et moi, je suis juif, mais si vous voulez, juif de la Shoah, pas juif religieux particulièrement. Non, on m'a demandé pourquoi je ne me convertis pas. J'ai dit ça, je ne peux pas, je suis allemand, non juif, c'est pas ça l'action que je mène. Mais j'ai jamais demandé d'ailleurs. Non, mais en Israël, dans un temps, oui. Elle a posé la question, mais j'ai dit non, je ne peux pas. C'est l'action, c'est une Allemande non juive qui s'engage. Voilà. Quand on a commencé les enfants d'Isieux, personne n'avait entendu parler des enfants d'Isieux, ou presque personne, à part les gens qui étaient directement concernés. Mais les enfants d'Isieux, c'est nous qui les avons fait connaître. Madame Zlatin, nous l'avons entendu parler que lors de l'arrestation, à partir de l'arrestation de Klaus Barbie, mais avant, c'est nous qui les avons fait vivre et qui avons également restitué à chacun son identité véritable, l'histoire de quand ses parents avaient été arrêtés, etc., etc. Quand on n'a pas les moyens, comment faire savoir il faut obliger les médias, il fallait obliger les médias à dire ce que nous avions envie de dire, voilà. En principe, les rapports de Dieu et puis ça envers nous. Non, parce qu'il y avait beaucoup de respect de la part des journaux pour notre action. Hein. Oui, on a eu la sympathie des journalistes, enfin des médias, appelons ça. Oui, la gifle, la photo et tout ça était venu dans le monde entier, en Amérique, partout. On pouvait lire sur la première page une Allemande qui a giflé le champ. Et puis on donnait aux médias ce dont ils avaient besoin, donc des événements. À l'époque, on vendait beaucoup de bandes dessinées. Moi, je les achetais soit dans un petit magasin où c'était encombré de bandes dessinées, soit même dans la rue, on vendait sur des étalages, on vendait des bandes dessinées. Mais il y avait énormément de bandes dessinées dans les années 1900. J'étais passionné d'ailleurs par les Buffalo Bill, les Fantomas. Pascal Bresson est venu nous voir, il était très convaincant, il nous a montré le livre qui a été fait sur Simone Weil. Ça semblait de qualité, puis ça nous a semblé aussi un vecteur inhabituel biographique, parce que finalement il y avait peu de bandes dessinées biographiques, et le dessin, on a tout de suite constaté qu'il n'était pas un dessin réaliste, mais que c'était un dessin particulier, original, mais c'est une des règles de la bande dessinée. Il y en a qui font selon leur vision et selon on ne peut quand même pas leur dire comment le visage doit être. C'est pas à nous de le dire. C'est pas à nous de le faire. Bon. C'est pas à nous de le dire. Si ça avait été moche donc on aurait protesté, mais c'était tout à fait convenable. Et puis tout ce qu'on a fait, c'est de rectifier quelques petits détails historiques ou géographiques, mais sinon on ne s'est pas mêlé du tout. Comme on avait écrit nos mémoires, et que ces mémoires avaient intéressé Pascal Bresson, c'est sur la base de nos mémoires que s'est faite cette bande dessinée, quoi.
pour Yad Vashem, c'est nous qui avons déclenché voilà, le fait de restituer à chaque juif victime de la Shoah son identité et le plus possible de renseignements. Et aujourd'hui, Yad Vashem a dressé la liste de près de 5 millions de juifs assassinés pendant la Shoah et continue à faire ce travail. Je pense que c'était un travail indispensable de la part de ma génération, c'était un travail indispensable. Et je l'ai fait pour la France, mais j'ai aidé à le faire pour plusieurs autres pays également. Les gens rejettent souvent sur les Juifs leurs problèmes, la cause de leurs problèmes. Et ça risque, comme les problèmes peuvent se multiplier, puisque au lieu d'être 2 milliards comme pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a presque 7 ou 8 milliards, les problèmes risquent de se multiplier et l'antisémitisme peut proliférer pendant encore longtemps. Ça, pour moi, c'est certain. Donc les Juifs doivent renforcer leur situation, doivent lutter contre l'antisémitisme, faire en sorte que les pays où ils vivent soient, comment dire, délivrés d'un antisémitisme agressif, ce qui est le cas à peu près dans le monde occidental, y compris si on met la Russie dans le monde occidental. On a fait pas mal de conférences aux jeunes, etc. Alors, quand ils nous posent des questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je dis, vous avez des problèmes aujourd'hui, mais ce que moi et Serge, on peut vous dire, il faut s'engager rapidement, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas attendre. On n'a jamais attendu, on s'est déjà mis tout de suite au travail. Je crois que c'était notre grand travail d'aller tout de suite et d'agir. Il fallait pas, parce qu'en plus on est déjà mis dans un parti, sinon vous avez des réunions de travail, il faut savoir est-ce qu'on a la majorité pour agir. On a décidé nous-mêmes. Donc on a aussi eu des attentats contre nous, le paquet qui aura pu sauter, la voiture qui a sauté. Mais c'était quand même le message qu'on donne aujourd'hui. Vous devez voir la situation qu'elle est et vous devez décider par vous-même qu'est-ce qu'il faut faire et vous engager. Donc il y a beaucoup de choses malheureusement où on peut s'engager pour les jeunes, mais les jeunes ce n'est plus la même chose que ma génération de 68. À l'époque, bon, la vie n'était pas tellement facile, on n'avait pas toutes les possibilités au début, étudier, avoir toutes les possibilités, voyager dans le monde entier. Donc les jeunes aujourd'hui sont plutôt occupés souvent par des choses personnelles, vous voyez, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc ça, c'est un autre monde aujourd'hui pour les jeunes, donc c'est très difficile de leur montrer ce que nous avons fait. Ils peuvent le faire aussi, mais d'une autre manière et contre d'autres problèmes.